Les Mérovingiens par Jacques Bainville. Les débuts de Clovis furent si grands, si heureux, qu'on put croire qu'il laisserait après lui quelque chose de vraiment solide. En quelques années, en quelques expéditions, il fut le maître de la Gaule. Campagne à la fois militaire et politique. Partout, Clovis apparaissait comme le libérateur et le protecteur des catholiques dans les pays où régnaient des barbares ariens. Gondebaud, le roi de Bourgogne, et la Bourgogne, c'était toute la vallée du Rhône, devint son tributaire et donna des garanties aux Gallo-Romains. Avec l'Aquitaine, la vallée de la Garonne fut délivrée des Goths. C'est à ce moment que Clovis eut la consécration qui lui manquait encore, après celle de l'Église, celle de l'empereur. L'Empire, réfugié à Constantinople, n'avait plus d'autorité en Occident, mais il y gardait du prestige. Lorsque Clovis eut reçu d'Anastase la dignité et les insignes consulaires, ce qu'aucun autre roi barbare n'avait obtenu, sa position se trouva agrandie. La dynastie mérovingienne se trouvait rattachée à l'Empire romain. Elle parut le continuer, et elle fut dès lors légitime. C'est une des raisons qui lui permirent de se prolonger pendant 2 siècles et demi. Toutefois, il manquait à Clovis d'être aussi puissant dans son pays d'origine que dans ses domaines nouveaux. Les tribus franques, restées païennes, avaient des chefs qui n'étaient pas disposés à obéir aux parvenus convertis. Ces petits chefs, dont certains étaient ses parents, pouvaient devenir dangereux. Clovis ne vit pas d'autre moyen que de les supprimer. Il frappa à la tête, exécuta une série de crimes politiques avec une ruse dont le bon Grégoire de Tours a laissé un naïf récit. Si Clovis n'avait fait disparaître ces petits rois, il eût été exposé à leur coalition, et dans une guerre civile entre tribus franques, il n'est pas certain que ces guerriers lui fussent restés fidèles. En somme, par ses moyens peu scrupuleux, il acheva l'unité de son royaume au nord. Et il eut l'opinion publique pour lui, car il était indifférent à la population gallo-romaine que des chefs barbares fussent traités à la manière barbare, tandis qu'elle-même gardait ses usages, ses lois, sa religion, dont Clovis était l'instrument, puisqu'en tuant ou en faisant tuer des païens comme les Ragnacaires et les Sigebert, il ouvrait un champ nouveau au christianisme. Ces meurtres ont été des opérations politiques, dont le succès prouve que Clovis s'appuyait solidement sur la Gaule. Il n'y a donc pas lieu de parler d'une conquête, ni d'un asservissement de la Gaule par les Francs, mais plutôt d'une protection et d'une alliance, suivie d'une fusion rapide. La manière même dont les choses s'étaient passées, telles que nous venons de les voir, montre que l'élément gallo-romain avait appelé l'autorité de Clovis, et que Clovis, de son côté, avait très bien vu que ce peuple désemparé, craignant le pire, désirait une autorité forte. S'il en eût été autrement, si les Gallo-Romains s'étaient bien trouvés du gouvernement des autres chefs barbares, Clovis ne fut pas allé loin. D'ailleurs, les tribus franques n'étaient même pas assez nombreuses pour subjuguer toute la Gaule, pas plus qu'elles n'étaient capables de la diriger. Pour ces raisons, on vit tout de suite les Mérovingiens entourés de hauts fonctionnaires qui portaient des noms latins et qui sortaient des vieilles familles sénatoriales. Des généraux gallo-romains commandèrent des armées franques. Les lois, les impôts furent les mêmes pour tous. La population se mêla spontanément par les mariages, et le latin devint la langue officielle des Francs qui oublièrent la leur, tandis que se formait la langue populaire, le roman, qui à son tour a donné naissance au français. Les Gallo-Romains furent si peu asservis que la plupart des emplois restèrent entre leurs mains dans la nouvelle administration qui continua l'administration impériale. Et ce furent les Francs qui protestèrent, au nom de leurs coutumes, contre ces règles nouvelles pour eux. Ils avaient du droit de la liberté une notion germanique et anarchique contre laquelle les rois mérovingiens eurent à lutter.
Les hommes libres avaient l'habitude de contrôler le chef par leur assemblée. La discipline civile de Rome leur était odieuse. Il fut difficile de les y plier, et en définitive, ils furent conquis plutôt que conquérants. Ce qu'on a dit du partage des terres entre les guerriers francs n'est que fable, et Fustel de Coulanges a démontré que la propriété gallo-romaine n'avait changé ni de caractère ni de main. Comment se fait-il donc que l'œuvre de Clovis n'ait pas été plus durable, que la France n'ait pas été fondée dès ce moment-là? Peut-être cette monarchie franque avait-elle réussi trop vite, et lui manquait-il d'être l'effet de la patience et du temps. Mais elle avait en elle-même un grand vice que rien ne put corriger. L'usage des francs était que le domaine royal fût partagé à l'exclusion des filles entre les fils du roi défunt. Appliquée à la Gaule et aux conquêtes si récentes de Clovis, cette règle barbare et grossière était encore plus absurde. Elle fut pourtant observée. Sur ce point, la continuité franque ne céda pas. Les 4 fils de Clovis se partagèrent sa succession. Il faudra attendre les Capétiens pour que monarchie et unité deviennent synonymes. L'idée de l'unité, l'idée de l'État, idée romaine, subsistait dans les esprits. On s'imagina que les 4 fils de Clovis vivraient d'accord pour continuer la tâche de leur père. Eux-mêmes le crurent sans doute. C'était contraire à la nature des choses. Le partage entraînait les divisions. De ce moment date, entre l'Austrasie et la Neustrie, une funeste opposition dans laquelle les peuples n'étaient pour rien, puisque c'était l'opposition de Paris et de Metz, de Rouen et de Verdun. Conséquence déplorable d'une erreur politique. Cette erreur ne doit pas faire oublier que la royauté mérovingienne, tout imparfaite qu'elle était, a mieux valu que le chaos. Au berceau même de la puissance romaine, en Italie, l'équivalent des Mérovingiens a manqué après la chute de l'Empire, et l'Italie, cassée en morceaux, est restée 1300 ans sans retrouver son unité. Tel est le service que nous ont rendu les Clovis, les Clotaire, les Chilpéric. Après eux, les Carolingiens reculeront le moment de la grande crise, celle du morcellement féodal. Pendant ces 4 siècles, l'idée de l'État n'aura pas péri, et les Capétiens pourront la reprendre. La tradition romaine n'aura pas été tout à fait rompue. Sans les Mérovingiens, tout ce qui a été fait plus tard pour constituer la France n'eût pas été possible, ou du moins eût rencontré plus de difficultés. L'aîné des fils de Clovis, Thierry, reçut avec l'Austrasie ou pays de l'Est la majeure partie de l'Empire franc. Metz en était la capitale. C'en était aussi la partie la plus exposée au retour offensif des Allemands, des Burgondes et des Goths. Et Thierry fut avantagé, parce qu'étant arrivé à l'âge d'homme, c'était le plus capable de défendre le territoire. Ses frères adolescents s'étaient partagé la Neustrie, ou pays de l'Ouest, les pays uniquement gallo-romains. On voit tout de suite que le roi d'Austrasie devait être le plus influent, parce qu'il conservait un point d'appui chez les Francs eux-mêmes et dans la terre d'origine des Mérovingiens. Ayant un pied sur les 2 rives du Rhin, il protégeait la Gaule contre les invasions germaniques. Les héritiers de Clovis furent à peu près d'accord, si l'on passe sur quelques drames de famille, tant qu'il s'agit de continuer Clovis. Il y eut là une 40aine d'années d'expéditions brillantes jusqu'en Espagne et en Italie, destinées à protéger les frontières du royaume mérovingien. Tout un raccourci de notre histoire future, toute une épopée militaire qu'on s'est racontée aussi longtemps que l'épopée napoléonienne, jusqu'au jour où elle est tombée dans l'oubli. Mais à la mort de Théodebald, fils de Thierry, de terribles dissentiments éclatèrent dans la descendance de Clovis. Austrasiens et Neustriens se battirent pour la prééminence. Il s'agissait de savoir qui commanderait. Les luttes dramatiques de Chilpéric et de Sigebert, l'interminable rivalité de Frédégonde et de Brunehaut n'eurent pas d'autre cause.
c'étaient des partis qui se déchiraient, et toute idée de nationalité était absente de ces conflits. Après cette longue guerre civile, l'Empire des Francs se trouva de nouveau réuni dans une seule main, celle de Clotaire II. Mais l'Austrasie, la Bourgogne et la Neustrie avaient gardé chacune une administration distincte, et par l'effet des désordres, l'autorité royale s'était affaiblie, dépouillée. Grands et petits, laïcs et religieux, lui avaient arraché des immunités. Le pouvoir s'émiettait, le territoire se démembrait. En outre, pendant cette période troublée, où la mort allait vite, où il y avait eu des minorités à la faveur desquelles une nouvelle puissance avait grandi, le maire du palais, c'était en somme le premier ministre devenu vice-roi quand le souverain était mineur ou incapable. Avec les maires du palais paraissait une nouvelle force. L'un d'eux, Pépin de Landen, en Austrasie, devait donner naissance à une deuxième dynastie. Les Mérovingiens eurent encore 2 règnes brillants et forts, avec Clotaire II et Dagobert. Celui-là, grand lettré, grand bâtisseur, véritable artiste, est resté fameux ainsi que son ministre Saint-Éloi. C'est peut-être de tous les princes de sa race celui qui a porté le plus loin l'imitation des empereurs de Rome. Les Francs s'étaient entièrement romanisés. Après Dagobert en 638, ce fut la décadence. Les partages recommencèrent entre ses fils et l'effet des partages fut aggravé par les minorités. Les maires du palais devinrent les véritables maîtres. Quelques Mérovingiens parvenus à l'âge d'homme essayèrent de réagir et de rétablir l'autorité royale. Ils ne réussirent pas à remonter le courant. On avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands conspiraient et défendaient par tous les moyens ce qu'ils appelaient déjà la liberté. Chilpéric II passa pour un despote et un réactionnaire. Il fut assassiné. Des années de guerre civile s'ensuivirent, lutte entre des partis rivaux qui exploitaient la vieille concurrence entre Neustriens et Austrasiens et qui, selon les besoins du jour, couronnaient ou détrônaient des rois enfants. Le grand conflit qui mit aux prises Hébroin, maire de Neustrie, et Saint-Léger, tout-puissant en Bourgogne, formerait une histoire fastidieuse de coups d'État et de révolutions politiques. Les contemporains assistèrent avec terreur à cette anarchie où la France sombrait, à peine apparue au jour. Il fallait autre chose. L'expérience mérovingienne, bien commencée, finissait mal. On sentait le besoin d'un nouveau Clovis. Où le prendre? Une dynastie ne se fonde pas toute seule. Il y avait bien en Austrasie une famille dont l'influence ne cessait de croître, et c'était encore, malgré les efforts des hommes politiques de Neustrie, l'Austrasie qui disposait des plus grands moyens matériels pour diriger l'Empire franc. Cette famille, celle des ducs d'Héristal, qui devait être la souche de la dynastie carolingienne et qui se rattachait au maire du palais Pépin de Landen, mit près de 100 ans à s'emparer de la couronne. Ce fut un beau travail de patience jusqu'au jour où les circonstances permirent la substitution. Les d'Héristal, ou Pipinides, réussirent parce qu'ils eurent le temps pour eux, et parce qu'ils rendirent les services que l'on attendait. Riches et puissants en Austrasie, où ils portaient le titre de duc, ils représentaient aux frontières du monde germanique la civilisation catholique et romaine qui avait besoin d'une grande force politique pour se maintenir. Aussi devait-il avoir avec eux et l'Église et les sentiments qui avaient déjà assuré le succès de Clovis. C'est ce qui leur promettait de refaire un jour l'unité de la Gaule, appuyée sur l'Austrasie où était le siège de leur pouvoir. En somme, les ancêtres de Charlemagne se sont élevés par les mêmes procédés qui, de notre temps, ont porté les électeurs de Brandebourg au trône impérial d'Allemagne et les ducs de Savoie au trône d'Italie. La première étape consistait à briser l'opposition des hommes politiques de Neustrie. Ce fut l'œuvre de Pépin d'Héristal. Vainqueur à Testry en 682 des maires neustriens, Hébroin et Varat, il porta aussi le coup de grâce à la dynastie mérovingienne.
Si elle existait encore, c'était par l'usage que les partis en faisaient les uns contre les autres. À compter de ce moment, les Mérovingiens, pourvus d'un vain titre, ne furent plus que les rois fainéants, traînés dans leurs chariots à bœufs. La réalité du pouvoir était en d'autres mains, celle du prince et duc d'Austrasie. Toutefois, Pépin d'Héristal ne se sentait pas assez fort pour créer une nouvelle légitimité, tandis que l'autre mourait lentement. Il ne voulut pas brusquer les choses. La Neustrie, la Bourgogne n'étaient pas mûres. Il y avait çà et là des troubles. Parfois, les anciens partis se ranimaient. Pépin mourut en 714 sans avoir trouvé l'occasion de prendre la couronne. À sa mort, peu s'en fallut que tout ne fût compromis. La guerre civile reprit, aggravée par la guerre étrangère, car le parti neustrien ne craignait pas de s'allier aux tribus allemands révoltés contre l'Austrasie. Faute grave du maire de Neustrie, Rainfroid. Il donnait à l'héritier des Pinipides l'occasion d'apparaître à la France chrétienne et romaine comme le vrai défenseur de la civilisation et de la nationalité. Cet héritier, c'est Charles Martel. Les d'Héristal sont décidément une race douée. Charles a du caractère, du talent. Les circonstances le serviront, et il excelle à saisir les circonstances. Comment s'impose-t-on à un peuple? Toujours de la même manière, par les services rendus. Charles représentera l'ordre et la sécurité. Il a déjà battu les agitateurs neustriens. La légalité est rétablie. Il dompte encore les Saxons, toujours prêts à se remuer et à envahir. Mais une occasion plus belle et plus grande que les autres vient s'offrir. Une invasion nouvelle, l'invasion des Arabes. Ce n'est pas seulement une race, c'est une religion, c'est un monde ennemi qui apparaît avec eux. Sorti du fond de l'Arabie, l'islam avance vers l'Occident. Il a réduit à rien l'empire de Constantinople, conquis l'Afrique du Nord, l'Espagne, franchi les Pyrénées, pénétré dans les vallées de la Garonne et du Rhône. Cette menace refait l'union des Gaules. L'Aquitaine, toujours jalouse de son indépendance, même sous les plus puissants des Mérovingiens, s'alarme, tourne les yeux vers le grand chef militaire du Nord. On a besoin d'un sauveur. Et il n'y en a d'autre que le duc d'Austrasie. Charles se fit-il désirer? Ou bien, pour intervenir, pour entraîner ses troupes, fallut-il que le danger se rapprochât? Il ne se mit en campagne qu'après la prise de Bordeaux par les Arabes. Abderraham montait toujours. Charles, qui reçut ce jour-là le nom de Martel, le rencontra et le mit en fuite près de Poitiers en 732. L'Austrasien avait délivré le pays, et il continua au sud à le nettoyer des Arabes. Après un pareil service rendu à la nation, les d'Héristal apparaissaient comme des sauveurs. Vainqueur des infidèles, Charles était à la fois un héros national et un héros chrétien. Le pape Grégoire III sollicitait le secours de son bras, et Charles répondait avec empressement. Ce bienfait ne devait pas être perdu. Qui l'eût dès lors empêché d'être roi? Il ne voulut rien gâter par la précipitation. Il s'était borné à ne pas remplacer un obscur mérovingien, Thierry IV, mort en 737. Charles était si bien souverain, sans en avoir le titre, qu'il retomba dans l'usage des francs, dans la faute de Clovis. Avant de mourir, il partagea ses états entre ses deux fils, Carloman et Pépin. Mais tout devait réussir au d'Héristal. Pépin et Carloman, par miracle, furent d'accord. Les vieux partis avaient relevé la tête, des troubles avaient éclaté. Les deux frères tirèrent d'un cloître le dernier rejeton des Mérovingiens pour se couvrir de la légitimité. Ils soumirent les rebelles. Cela fait, Carloman eut le bon esprit d'abdiquer et de laisser le pouvoir à son frère, l'énergique Pépin. Les derniers obstacles étaient franchis. La dynastie carolingienne n'avait plus qu'à succéder à l'ombre mérovingienne. L'état de fait fut consacré non seulement par le consentement des grands et de la nation,
mais par une consultation du pape, qui fut d'avis que le vrai roi était celui qui exerçait le pouvoir. Zacharie récompensait le service rendu à Grégoire III par le père de Pépin. Le changement de dynastie se fit sans secousse, en 752. Il avait été admirablement amené. Toutes les précautions avaient été prises. Le dernier mérovingien avait disparu. L'opinion publique approuvait. La consécration du Saint-Siège, le sacre, rendait la nouvelle dynastie indiscutable et créait une autre légitimité. La substitution fut si naturelle qu'elle passa presque inaperçue. Le maire du palais était devenu roi. L'autorité était rétablie, le pouvoir puissant. Une ère nouvelle s'était ouverte, celle des descendants de Charles Martel, les Carolingiens. La guerre de Cent Ans et les révolutions de Paris, par Jacques Bainville. À cet endroit de notre histoire nationale, tournons la tête en arrière. En 3 siècles et demi, avec des moyens d'abord infimes, les Capétiens sont arrivés à des résultats considérables. La France qu'ils ont formée a déjà grande figure. Ce n'a pas été commode tous les jours. Il s'en faut de beaucoup que nos rois aient fait tout ce qu'ils auraient voulu. Pourtant, parfois, ils se sont trompés, n'étant pas infaillibles. Souvent aussi, ils ont rencontré la résistance du dehors et celle, non moins redoutable, du dedans. Le sentiment de l'intérêt général n'était pas plus répandu dans ces temps-là que de nos jours, et les intérêts particuliers ne s'immolaient pas plus volontiers qu'aujourd'hui. Un concours de circonstances favorables avait permis de conjurer le péril anglais et le péril allemand. L'Allemagne et l'Angleterre avaient été divisées, diverties, rendues inoffensives par des luttes intérieures auprès desquelles les nôtres n'étaient rien. Pour longtemps encore, l'Allemagne est hors de cause. Il n'en est plus de même de l'Angleterre. La folie furieuse des Plantagenets, l'agitation des barons pour obtenir la charte, le mécontentement, si tragiquement terminé, contre Édouard II, ces circonstances avaient affaibli la royauté anglaise. Elles avaient permis aux Capétiens de refouler dans le sud-ouest l'État anglo-normand déchu de sa splendeur. Mais de sa dernière crise, la monarchie anglaise sortait plus forte. On eût dit qu'elle s'était retrempée dans le régicide. L'Angleterre, avec Édouard III, a un gouvernement. En outre, elle est devenue un pays d'industrie et de commerce qui a besoin de marchés et de colonies. La France est à portée de sa main, et la France est riche. Un irrésistible instinct pousse à la conquête l'Angleterre affranchie de ses dissensions. La France est prospère. Le butin de l'armée d'Édouard en témoignera. De longues années d'organisation et de paix ont permis aux Français d'accumuler des richesses. Michelet en convient. L'État florissant où les Anglais trouvèrent le pays doit nous faire rabattre beaucoup de tout ce que les historiens ont dit de l'administration royale au XIVe siècle. Laborieux, économes, paysans et bourgeois de France sont toujours pareils à eux-mêmes. Ils ne se doutent pas que leur terre est enviée, que les richesses ne se gardent pas toutes seules, que l'or attire la conquête. Ils ne comprennent pas que certains sacrifices sont utiles, qu'il ne faut pas lésiner sur la prime d'assurance nationale. Dans ce pays riche, quel mécontentement contre les impôts. C'est presque une révolution à la fin du règne de Philippe le Bel. Ses fils ont dû céder sur la question d'argent. Toutefois, Philippe de Valois trouve encore une brillante situation européenne, des alliés sur le continent, des cousins qui règnent à Naples et en Hongrie, 3 rois à sa cour, dont celui de Bohême. Vraiment, il semblerait que la France n'eût rien à craindre. Quand Édouard reprend la vieille méthode anglaise, essaie de liguer contre la France les princes d'Allemagne et des Pays-Bas, Philippe VI, d'un geste, disperse cette coalition.
il est si bien parti qu'il trouvera encore le moyen d'acquérir Montpellier et le Dauphiné, d'où les fils aînés des rois de France prendront le titre de dauphin. Le comte de Flandre est cette fois bon français, et ses Flamands insoumis sont battus à Cassel en 1328. L'Angleterre n'a pas d'alliés. Si les marchands de laine anglais veulent entrer en France, il faudra qu'ils se résignent à prendre eux-mêmes le harnois. On voit la liaison des événements depuis Philippe le Bel. Le grand conflit tourne toujours autour de la Flandre. Par la Flandre, l'Anglais cherche à nous atteindre, et nous cherchons à atteindre l'Anglais. On n'éclaircit pas les causes de nos prochains désastres lorsqu'on accuse Philippe de Valois d'avoir été un féodal, un réactionnaire entêté de chevalerie. Édouard III, lui aussi, suivait les traditions, les symboles et les usages chevaleresques. On lui présenta le héron avant son départ pour la France, et l'on sait son mot à Crécy sur les éperons du Petit Prince noir. C'était la part de la mode et de la littérature. Si Philippe VI n'a eu qu'une armée féodale à opposer à l'armée anglaise, c'est qu'il n'avait pu en avoir d'autres. Édouard III, par de longs préparatifs, avait formé une armée presque moderne, munie d'artillerie, de tout le nouveau matériel du temps. Ces soldats servaient obligatoirement portés uniformes. La flotte de guerre, la défense des côtes, les approvisionnements, tout avait été soigné. Les marchands anglais n'avaient refusé aucun crédit. Rien de pareil en France. De l'argent ? Le contribuable crie. Philippe VI dut essayer de s'en faire par des moyens médiocres et d'un rendement douteux, par le pape et la promesse d'une croisade. La marine de Philippe le Bel, elle n'a plus d'équipage exercé et elle se délabre. Le service militaire, les communes s'en rachètent. La noblesse, qui le doit, demande des indemnités. La France n'est pas dans de bonnes conditions. Plusieurs années se passèrent avant l'engagement décisif. Les adversaires se tâtaient. Édouard III intervenait dans nos affaires, celles de la succession d'Artois, celles de la succession de Bretagne. Nous prêtions secours contre lui au roi d'Écosse. Enfin, la Flandre, longtemps hésitante, se rangea du côté des Anglais. Édouard y trouva un homme à lui, un grand brasseur de gants, Jacques Artevelde, qui devint le véritable maître du pays flamand. Les hostilités s'ouvrirent sur mer et la flotte française paya des années d'incurie. Elle fut détruite en 1340 à la funeste bataille de l'Écluse. La guerre de 100 Ans a commencé par ce désastre, par l'équivalent de Trafalgar. Désormais, l'Angleterre est maîtresse des routes maritimes. Elle envahira la France où et quand elle voudra. Cependant, cette campagne de Flandre tourna court. Édouard III craignit de s'engager trop loin en pays français, et Philippe VI, sagement, refusa la bataille. Un soulèvement populaire, où Jacques Artevelde périt, rendit la Flandre moins sûre pour les Anglais. Ils tentèrent alors une diversion par la Bretagne, où Charles de Montfort revendiquait son duché contre Charles de Blois, soutenu par la France. Guerre dynastique en apparence, mais où se manifestait le particularisme breton. Le roi d'Angleterre prit le parti de Montfort. Cette intervention ne le mena à rien. L'attaque par les deux ailes, Flandre et Bretagne, avait échoué. Alors il acheva ses apprêts, mit au point son armée et, la mer étant libre, débarqua dans le Cotentin. Ce fut l'invasion d'un pays sans défense. D'un trait, l'armée anglaise traversa la Normandie, pillant les villes ouvertes. Elle remonta la Seine, menaça Paris. Philippe VI, pendant ce temps, inquiétait l'ennemi du côté de la Guyenne. Il remonta en hâte avec son armée et son approche détermina Édouard à s'en aller au plus vite vers le nord. Plusieurs fois sa retraite faillit être coupée, tant qu'il dut se résoudre à faire tête, croyant tout perdu. En somme, il redoutait l'armée française,
il ne se fiait pas assez à la supériorité de ses moyens. Il avait pourtant l'avantage de la tactique et du matériel. Le calcul et l'organisation l'emportèrent sur l'imprudence d'une vaine bravoure dans la fatale journée de Crécy. Notre principale force militaire y fut détruite en 1346. Édouard III put assiéger et prendre Calais. Pendant 2 siècles, l'Angleterre gardera cette tête de pont. Édouard III ne poursuivit pas ses avantages. La guerre coûtait cher, les armées étaient peu nombreuses, ce qui rendait prudent. Une trêve plusieurs fois renouvelée fut signée avec la France. Elle durait encore lorsque Philippe VI mourut en 1350. La défaite de Crécy, la première grande défaite de la royauté française, avait eu un effet détestable. Elle tombait sur un mauvais terrain. Un historien a pu dire qu'à l'avènement de Jean le Bon, la trahison était partout, l'obéissance nulle part. Déjà un traître, le comte d'Harcourt, avait appelé Édouard III dans le Cotentin. L'Anglais trouvait des intelligences ailleurs qu'en Bretagne. Le roi Jean n'était sûr de personne, des féodaux moins que des autres. Il essaya de s'attacher la noblesse par le sentiment de l'honneur, exploita la mode, créa un ordre de chevalerie. Ce qu'on prend pour des fantaisies moyenâgeuses avait un sens politique. Ce Jean, qu'on représente comme un étourdi, un agité romanesque et glorieux, se rendait compte de la situation. Son autorité était compromise. Il n'hésita pas à faire décapiter sans jugement un connétable, le comte d'Eu, qui avait vendu aux Anglais la place de Guines. Mais il allait trouver un traître dans sa propre famille. Charles le Mauvais, roi de Navarre, petit-fils de Louis Hutin, s'estimait injustement évincé du trône de France. Lui et les siens agitaient le pays par leurs intrigues et leurs rancunes. Jean chercha vainement à le gagner par des procédés généreux. Charles le Mauvais était puissant. Il avait des fiefs et des domaines un peu partout en France, des partisans, une clientèle. Le parti de Navarre ne craignit pas d'assassiner le nouveau connétable par vengeance. Ce fut le début des crimes politiques et de la guerre civile. Jean résolut de sévir, de séquestrer les domaines du roi de Navarre, qui passa ouvertement à l'Angleterre. Ce fut le signal de la reprise des hostilités avec les Anglais en 1355. La lutte s'annonce mal pour la France. Le roi doit compter avec Charles le Mauvais, perfide, presque insaisissable, sur lequel, par un beau coup d'audace, il ne met un jour la main que pour voir une partie du royaume s'insurger en sa faveur. Jean procède à des exécutions sommaires, fait reculer les rebelles, mais n'ose, à tort, verser le sang de sa famille, et se contente d'emprisonner le roi de Navarre qui lui demande pardon à genoux. Nous verrons bientôt reparaître Charles le Mauvais, pire dans son orgueil humilié. Cependant, les troupes anglaises sont mises en mouvement. Elles envahissent et ravagent la France, cette fois celle du Midi, et avancent par le sud-ouest. C'était le moment de la nouvelle rencontre, inévitable depuis Crécy. Édouard III s'y était préparé. L'argent lui manquait. L'Angleterre industrielle et commerçante en emprunta sur le monopole des laines aux banquiers florentins. À la France, surtout agricole, cette ressource faisait défaut. L'impôt seul pouvait remplir le trésor, et moins que jamais les Français étaient d'humeur à payer des impôts, tandis qu'ils se plaignaient des expédients financiers auxquels la couronne était réduite. Jean dut s'adresser aux États provinciaux pour obtenir des subsides, et en 1355 convoqua des États généraux. Là parut Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Averti par le chancelier des dangers que courait la France, l'Assemblée consentit à voter des taxes, mais à la condition de les percevoir par des agents à elle et d'en contrôler l'emploi.
Elle ajouta de sévères remontrances au gouvernement sur la gestion des finances publiques. Que les impôts soient votés et perçus par les représentants de ceux qui les paient, le principe était bon. La monarchie l'acceptait. Elle avait elle-même tant de difficultés à trouver de l'argent. Elle eût volontiers laissé la tâche à d'autres. Mais les États tombaient mal, et ils ne furent pas plus heureux que le roi. Une partie de la France était en rébellion. La Normandie, l'Artois, la Picardie n'avaient pas voulu députés aux États généraux et refusèrent d'acquitter les taxes. L'Assemblée de 1355 avait esquissé un gouvernement représentatif. Il ne fut pas mieux obéi que l'autre, et l'anarchie en fut aggravée. Les États, devant le refus des contribuables, remplacèrent les taxes sur le sel et sur les ventes par un prélèvement sur le revenu, qui fut accueilli de la même manière. Cependant, l'ennemi ravageait notre territoire. La résistance aux impôts votés par les États, dit Michelet, livrait le royaume à l'anglais. Jean le Bon dut se porter à la rencontre de l'envahisseur avec des troupes qui n'étaient ni mieux armées ni mieux instruites que celles de Crécy. Ces 10 ans avaient été perdus dans le mécontentement et les dissensions. La France n'avait fait aucun progrès militaire. Sa seule armée, l'armée chevaleresque et féodale, se bâtit selon des principes qui ne valaient plus rien et recommença les fautes de Crécy. Cette fois, le désastre fut complet. À Poitiers, le roi Jean, qui s'était battu en personne, la hache à la main, fut pris et emmené à Londres par les Anglais en 1356. La véritable couleur de ces événements a été gâtée par un conteur exquis et niais. Froissart ne s'arrête pas au coup d'Estoc et de Taille dont se renlumine son récit. La réalité ne fut pas si romanesque. Dans un pays où le désordre croissait depuis 50 ans, la disparition du roi créa une situation révolutionnaire. Le dauphin Charles, nommé lieutenant du royaume, restait seul à Paris. Il devait plus tard être un de nos meilleurs souverains. C'était alors un très jeune homme, froid, d'aspect timide et chétif, précocement calculateur. Il n'eut pas d'autorité dans Paris, déjà grande ville tumultueuse. On vit alors tous les phénomènes de la débâcle. À la nouvelle de la catastrophe de Poitiers, on chercha les responsables. On accusa les nobles, c'est-à-dire les militaires. On cria à la trahison. Le dauphin ayant convoqué les États généraux, l'Assemblée commença, comme toutes les assemblées en pareil cas, par nommer une commission d'enquête qui exigea l'institution d'un conseil de surveillance auprès du dauphin et des fonctionnaires publics, ainsi qu'un comité de l'armée chargé d'ordonner pour le fait des guerres. C'était une tentative de gouvernement parlementaire, et tout de suite, la politique apparut. Il y eut un parti navarrais aux États. Une des requêtes présentées par la commission tendait à mettre en liberté le roi de Navarre, illégalement détenu. Les choses ayant pris ce tour devaient vite empirer. Aux requêtes des États, le dauphin avait répondu d'une façon dilatoire et demandé d'en référer à son père. Cependant, la confusion s'aggravait dans le pays. Les Anglais et les Navarrais dévastaient les campagnes. Des bandes armées, les grandes compagnies, se livraient au brigandage. Paris, qui s'entourait en hâte de murs, s'emplissait de réfugiés qui répandaient l'alarme et la fièvre. Plusieurs émeutes avertirent le dauphin qu'il eut à céder aux États généraux. Comme il disait plus tard, « dissimuler contre la fureur des gens pervers quand c'est besoin et grand sens ». Il venait de rendre une ordonnance qui donnait satisfaction aux députés sur plusieurs points, sauf sur celui du roi de Navarre, lorsque le roi Jean fit savoir de Londres qu'une trêve étant signée avec l'Angleterre, il n'y avait plus lieu de voter les impôts proposés par les États, ni, par conséquent, de tenir la session de Pâques. L'agitation de Paris s'accrut, et dès lors,
Étienne Marcel se comporta en véritable chef révolutionnaire. Il fallait au mouvement l'appui d'un parti et d'un nom. Un coup de main délivra Charles le Mauvais, qui, par la complicité du prévôt des marchands, vint à Paris et harangua le peuple. Cependant, Étienne Marcel faisait prendre à ses partisans des cocardes rouges et bleues. Son plan était d'humilier le dauphin, de détruire son prestige et ce qui lui restait d'autorité. Un jour, s'étant rendu au Louvre avec une troupe en armes et suivi d'une grande foule, il adressa au dauphin de violentes remontrances. Puis, sur un signe du prévôt, les 2 maréchaux, conseillers du jeune prince, qui se tenaient auprès de lui, furent assassinés sous ses yeux. Le dauphin lui-même, couvert de leur sang, fut coiffé par Étienne Marcel du chaperon rouge et bleu, comme Louis XVI le sera un jour du bonnet rouge. Ces scènes révolutionnaires, qui ont eu, 400 ans plus tard, de si frappantes répétitions, ne s'accordent guère avec l'image qu'on se fait communément de l'homme du Moyen-Âge, pieusement soumis à ses rois. On sait mal comment le dauphin, captif d'Étienne Marcel, après la sanglante journée du Louvre, réussit à s'échapper de Paris. Ayant atteint l'âge de 18 ans, il prit le titre de régent et, réfugié en Champagne, il obtint l'appui des États de cette province. Ce fut le point de départ de la résistance. Beaucoup de députés aux États généraux, effrayés, avaient fui Paris. Ils tinrent à Compiègne une assemblée qui se prononça pour le régent et lui accorda les ressources nécessaires pour lever des troupes, moyennant la promesse de réforme. Aussitôt, le dauphin commença l'investissement de Paris, Étienne Marcel ayant refusé de se soumettre. C'était la guerre civile, la dispute pour le pouvoir. Elle éveilla des instincts éternels et l'anarchie spontanée éclata. Dans toute la région qui entoure la capitale, dans le pays de Laon, d'Amiens, de Beauvais, de Soissons, où le mouvement communal avait déjà revêtu, jadis, les formes les plus violentes, ce fut une terrible jacquerie. Étienne Marcel accueillit avec joie, s'il ne l'avait provoquée, cette révolte paysanne, et s'entendit avec ses chefs. Mais les Jacques, auxquels il prêtait la main, furent battus, presque par hasard, à mots. Charles le Mauvais lui-même, pour ne pas s'aliéner les nobles qui étaient dans son parti, s'associa à la répression, et il y eut grand massacre des révoltés. Avec la jacquerie, Étienne Marcel perdait un grand espoir. Il ne comptait plus que sur Charles le Mauvais, auquel il donna le titre de capitaine général de Paris, mais qui, devenu prudent, négociait déjà avec le dauphin. En somme, l'effroi qu'avait répandu la jacquerie rétablissait les affaires de la royauté. Paris, serré de près, manquait de vivres et commençait à murmurer. On murmura plus encore lorsque le prévôt des marchands eut appelé des Anglais dans la ville. Le parti royaliste, terrorisé par des massacres après la fuite du régent, releva la tête. Bientôt, Étienne Marcel fut tué au moment où, selon la légende, il plaçait lui-même les gardes qui devaient ouvrir les portes de la ville au roi de Navarre. La dernière ressource du chef révolutionnaire paraît en tout cas avoir été d'offrir la couronne à Charles le Mauvais. Étienne Marcel finit comme un traître. Jean Maillard et les bourgeois parisiens qui avaient mené cette contre-révolution arrêtèrent les amis du prévôt et envoyèrent les députés au régent qui reprit possession de la ville. On était en juillet 1358. Les troubles duraient depuis près de 2 ans. Les traces en resteront longtemps dans les esprits. Lorsque le dauphin entra dans Paris, un bourgeois, selon le récit de Christine de Pisan, s'approcha et lui adressa des menaces. Le jeune prince empêcha qu'on lui fît du mal et se contenta de lui répondre d'un mot à la Henri IV. « On ne vous en croira pas, beau sire. » Le futur roi Charles, qui allait devenir Charles le Sage, vivra sous l'impression de ces événements révolutionnaires comme Louis XIV vivra sous l'impression de la Fronde. La royauté était rétablie dans sa capitale.
Mais la guerre civile n'avait pas arrangé les affaires de la France. L'état de guerre durait. Les campagnes, à la merci des Anglais, foulées aux pieds, se défendaient comme elles pouvaient. L'histoire du Grand Ferré, si connue, illustre la résistance du peuple à l'envahisseur, laisse pressentir Jeanne d'Arc. Les compagnies, les brigands, les bandes navarraises ajoutaient aux calamités. Il fallait au royaume la paix d'abord. Celle qu'offrit Édouard III était-elle, le vieil État anglo-normand en eût été reconstitué, que les États généraux autorisèrent le régent à la repousser. Alors, Édouard III se prépara de nouveau à envahir la France, et cette menace eut un effet salutaire. Charles le Mauvais lui-même eut honte de ne pas paraître bon français, et conclut un accord provisoire avec le régent, tandis que les milices pourchassaient les grandes compagnies. Édouard III, débarqué à Calais avec une puissante armée, se heurta partout à des populations hostiles, à des villes qui s'enfermaient dans leurs murs. Il parut devant Paris et les Français se gardèrent de lui offrir la bataille. Las de battre un pays désert, Édouard III, craignant un désastre, rabattit de ses exigences. On signa en 1360 le traité de Brétigny, qui nous laissait la Normandie mais nous enlevait tout le sud-ouest, jusqu'à la Loire. Le tribut de guerre, dit rançon du roi Jean, fut fixé à 3 millions d'écus d'or, payable en 6 annuités. Invasion, démembrement du territoire, indemnité écrasante, tel fut le prix du butin qui avait commencé aux dernières années de Philippe le Bel pour s'épanouir dans les révolutions de Paris. La nation française avait payé cher 50 ans d'insubordination et de désordre. Comment se relèverait-elle? Par les moyens contraires. Le roi Jean délivré vécut encore 4 ans qu'il passa à nettoyer le pays des brigands qui l'infestaient. Quand son fils Charles lui succéda, en 1364, il s'en fallait de beaucoup que cet ouvrage fût fini. Un grand règne de réparation et de restauration commençait. Charles V, qui fut surnommé le sage, c'est-à-dire le savant, celui qui sait, n'est pas un personnage de Froissart. Il est dépourvu de panache. Il vit comme vivra Louis XI, renfermé. Il calcule, médite, thésaurise, il suit un plan. C'est un constructeur, l'homme dont la France a besoin. Il pansera ses plaies, il la remettra à son rang en moins de 20 années. Son idée, elle, n'est pas difficile à saisir. La France ne peut pas se résigner au traité de Brétigny, ou bien elle renonce à vivre. Il faut que l'Anglais sorte du royaume, ou bien il finira par en devenir le maître. Pour le chasser, 2 conditions nécessaires. Une armée d'abord, une marine ensuite. D'armée, Charles V n'en a pas. Il est si loin d'en avoir une que son célèbre et fidèle connétable, Du Guesclin, n'a été d'abord que le capitaine d'une de ces bandes qui guerroient un peu partout. Le roi s'attache Du Guesclin, rallie par lui quelques-unes des grandes compagnies, en forme peu à peu des troupes régulières. Les Navarrais, toujours poussés en avant par l'Angleterre, sont battus à Cocherel. Petite victoire, grande conséquence. Le roi de Navarre comprend qu'il n'a plus rien à espérer, que l'ordre revient, que le temps des troubles est fini. Charles le Sage transige avec Charles le Mauvais en attendant mieux. Il transige partout, selon sa maxime qu'il faut savoir céder aux gens pervers. Il transige même avec les aventuriers irréductibles des grandes compagnies. Du Guesclin, par un trait de génie, conduit les réfractaires en Espagne, à la solde d'Henri de Transtamare, pour combattre Pierre le Cruel, soutenu par les Anglais. Après des péripéties nombreuses, Henri de Transtamare l'emportera et sera un utile allié de la France. Pour libérer le territoire, il n'y avait qu'un moyen, et Charles V, sage et savant homme de la réflexion et des livres, le comprit.
c'était que l'Anglais ne fut plus maître de la mer. Dès que les communications entre l'île et le continent cesseraient d'être assurées, les armées anglaises, dans un pays hostile et qui supportait mal leur domination, seraient perdues. Créer une marine, œuvre de longue haleine qui veut de la suite, de l'argent, et il a toujours été difficile d'intéresser le français terrien aux choses de la mer. Charles V prépara de loin notre renaissance maritime et comptait en attendant sur la flotte de ses alliés d'Espagne. Encore le succès supposait-il que l'Angleterre négligerait la sienne. On ne s'expliquerait pas la rapidité de la revanche prochaine si l'Angleterre à son tour n'avait fléchi. Sur la fin du règne d'Édouard III, elle s'est fatiguée de son effort. Son régime parlementaire, déjà né avec la charte des barons, s'est développé. La Chambre des communes est séparée de la Chambre des lords, elle a des sessions régulières, comme en voulaient nos États généraux, et les communes, de moins en moins volontiers, votaient des taxes pour la guerre. Aux chanceliers qui leur demandaient si elles voulaient la paix perpétuelle, les communes répondaient « Oui, certes ». L'Angleterre se relâchait de sa vieille ténacité. Alors, ayant noué des alliances de terre et de mer, Charles V écouta l'appel des populations cédées et dénonça le traité de Brétigny. La campagne, menée par Du Guesclin, consistait à user l'ennemi, usure qui devint plus rapide quand la flotte anglaise eut été battue et détruite par les Espagnols devant La Rochelle. Les conditions de la lutte changeaient. Des corsaires français ou à la solde de la France inquiétaient les convois et parfois les ports de l'ennemi. Édouard III, alarmé, voulut frapper un coup, mais il lui fallut 1 an pour envoyer en France une nouvelle armée. La consigne fut de lui refuser partout le combat, de ne pas retomber dans les fautes de Crécy et de Poitiers. Cette armée anglaise allait à l'aventure, cherchant un adversaire qui se dérobait. Elle alla finir exténuée, presque ridicule, à Bordeaux, tandis que, château par château, ville après ville, les provinces du sud-ouest étaient délivrées. Charles V eut d'ailleurs soin d'entretenir leur patriotisme par l'octroi de nombreux privilèges. Il usa en particulier de l'anoblissement, l'étendit et le facilita, car il va sans dire que la noblesse n'a jamais pu se recruter que dans la roture, comme le militaire se recrute dans le civil. Édouard III, découragé, finit par accepter des pourparlers de paix. Charles V voulait l'évacuation complète du territoire, sans oublier Calais. L'Angleterre refusa, et la guerre reprit. Le roi de France avait profité de cette trêve pour réaliser son grand projet, la création d'une marine. On chercherait en vain ailleurs que dans nos ouvrages spéciaux des renseignements sur cette partie essentielle de l'œuvre de Charles le Sage. Pour avoir de l'argent, il usa de tous les moyens, menaça, flatta les États généraux, conduisit lui-même les députés visiter les navires et établissements pour les intéresser au développement de sa marine. Il eut les fonds qu'il voulut et les employa avec une stricte économie, un sens précis de l'objectif à atteindre, dit M. Tramont dans son manuel d'histoire maritime de la France. Peu de lignes éclairent mieux sur le caractère éternel de l'art de gouverner. Charles le Sage, pour donner aux Français le goût de la mer, n'a pas procédé autrement qu'on ne ferait de nos jours. Si Charles V avait vécu 10 ans de plus, il est probable que Jeanne d'Arc eût été inutile. Il n'y aurait plus d'Anglais en France. À la fin de son règne, les rôles étaient renversés. Nos escadres, commandées par l'amiral Jean de Vienne, émule sur mer de Du Guesclin, ravageaient librement les côtes anglaises. Nos alliés espagnols entraient jusque dans la Tamise. En France, les Anglais ne possédaient plus que Bayonne, Bordeaux et Calais. Leur expulsion complète n'était plus qu'une question de temps, car leurs affaires intérieures allaient mal. Édouard III et le prince noir étaient morts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.